Cette semaine, dans le balado Le vrai du faux, on va apprendre à bien respirer. Je le sais, ça a peut-être l'air un peu banal, mais la respiration est hyper importante et ce n'est pas moi qui va vous montrer comment bien expirer et inspirer, mais un physiothérapeute qui a les réponses à tout. Denis Fortier, qui est avec nous pour plusieurs balados, auteur de plusieurs livres, une chaîne YouTube qui comprend plus de 1700 vidéos, dont des vidéos pour bien respirer, qui va nous donner les bons conseils. Apprendre à bien respirer est un art pendant qu'il prend une grande respiration. Ben oui, c'est vrai. Denis Fortier, Ben oui. salut. Salut Marie-Christine. On néglige notre respiration, on respire mal. Quand tu me regardes, est-ce que je respire bien selon toi? Ben, premièrement, tu respires. Oui, ça, c'est déjà la une bonne base. nouvelle. Mm-hmm. Et ensuite, tu l'as un peu dit dans ta respiration, dans ton introduction. Oui. En fait, on peut se poser la question. Moi, j'aime bien poser la question avant de dire est-ce qu'on respire bien ou mal, mais est-ce qu'on expire, est-ce qu'on inspire? Est-ce qu'on expire? Ou on n'expire pas beaucoup. Et de dissocier l'inspiration et l'expiration, je trouve que ça nous fait voir peut-être la respiration différemment. La respiration, en même temps, c'est quelque chose d'automatique. Ben oui, c'est inné. Dès qu'on est, on respire. Ben oui. C'est d'ailleurs la première chose qu'on fait. Oui. Hein? Bon. Puis, c'est aussi la dernière chose qu'on fait. C'est tellement là, vrai. on pourrait être très spirituel et ça serait pertinent de l'être quand on parle de respiration, mais ne le soyons pas pour les prochaines minutes. Soyons juste mathématiques, on le fait 20 000 fois par jour. Donc, on respire 20 000 fois par jour. 20 000 fois, y compris la nuit de sommeil ou même pas? Y compris la nuit de sommeil, mais excluant les efforts physiques, le demi-marathon que tu vas faire, puis tout ça. Mais c'est quand même 20 000 fois. C'est la seule fonction, et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression de peut-être la malmener, c'est la seule fonction qu'on fait à la fois automatiquement et à la fois volontairement. Tu sais, toi, tu peux pas dire à ton estomac ou ton système digestif, je sais-tu bien que moi, je me ferais une petite digestion en ce moment. Ça marche pas. C'est automatique. On n'a pas de contrôle là-dessus ou très peu. C'est vrai. Même chose pour les battements cardiaques, etc. Mais la respiration, on peut aussi la contrôler. La respiration, c'est étroitement lié aux émotions. Essaie d'avoir une petite émotion sans changer ta respiration. Mais non. Impossible. Les émojis, là. Oui. Si vous voulez réfléchir à la respiration, prenez une palette d'émojis et réfléchissez à la respiration pour chacune des émojis. Le problème des émojis, ils leur ont pas mis le nez. Mais dans le fond, les émojis, c'est... Non, mais c'est important. J'aime tout de ça. C'est lié à la respiration. L'émotion est liée à la respiration. Donc, c'est lié à un paquet d'affaires et je pense de s'y intéresser. Là, tu sais qu'on a juste envie d'aller voir nos émojis pour voir si on a des nez. Hein? En tout cas, il y en a plusieurs qui n'en ont pas. Mais oui, mais c'est parce que tu peux pas avoir une émotion sans nez puis ils n'ont pas de... En tout cas. Donc, c'est important Une plainte formelle. Donc, c'est important pour ça. Et aussi, moi, j'aime mieux poser la question... En fait, la question est pertinente. Est-ce qu'on respire mal ou bien ou tout ça? Mais comment on respire? C'est ce que j'allais... Et aussi, est-ce qu'on profite de la respiration qui est un de nos meilleurs outils pour se détendre, parfois pour soulager la douleur, parfois aussi pour mieux se concentrer. Est-ce qu'on en profite? Donc oui, c'est automatique, mais entre toi et moi, si on prend l'avion la semaine prochaine, même s'il y a un pilote automatique, on aimerait ça que le pilote qui est là puisse peut-être prendre le contrôle s'il y avait un petit pépin. Alors, de prendre le contrôle de notre respiration, parfois, ça peut être aidant. Comment on doit bien respirer? C'est la grande question. On entend respire par le ventre, respire par le nez, respire par la bouche. Pour vrai, on s'y perd. Moi, je suis complètement perdue. Je ne sais pas comment bien respirer. Bien, le corps, premièrement, lui, il s'y perd pas trop souvent. Donc, le corps va trouver la façon de respirer. Si on est assis à parler, si on est assis devant l'ordinateur, on n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, on va respirer moins vite parce que c'est ça l'idée. Hein? On respire pas pour se ventiler, on respire d'abord pour amener de l'oxygène à nos cellules qui est retourné en gaz carbonique et qui est expiré. Okay. C'est ça le principe de la respiration, c'est vraiment une source d'oxygène. Bon. Donc, si on ne bouge pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène, c'est pas très grave si on ne respire pas parfaitement comme dans mes vidéos, mettons, où je parle de la respiration abdominale. La question qu'on peut se poser, c'est par où on respire en premier? Est-ce qu'on respire par le haut du corps ou on respire par le ventre? J'ai des patients qui ne le sentent pas, qui me disent voyons, je sais pas. Je le sens pas. Donc, si je leur demande de mettre les mains sur l'abdomen, ils vont dire je sais pas si ça bouge. Non, mais c'est donc, vrai. Et là, juste de mettre les mains sur l'abdomen, et là, on change la question. On dit pas par où vous respirez, on se dit
sentez-vous quelque chose avec vos mains. Ah, OK. Donc, vos mains sont sur votre abdomen. Là, c'est dur à faire en parlant, mais est-ce que vous sentez, sans parler, que votre ventre bouge un peu? Ben là, à un moment donné, vous allez sentir qu'il bouge. Vous couchez sur le dos, vous changez de position, vous marchez, vous riez. Ouais. Riez un petit peu. Si vous ne le sentez pas, ça va se mettre à bouger. Donc, et quand vous le sentez bouger, vous regardez, est-ce que vous vous observez et ensuite vous dites, est-ce que je suis capable d'amplifier un peu le mouvement de l'abdomen volontairement? Encore une fois, j'ai des patients qui me disent, incapable. Incapable. Oui, hein? Et on sent le stress, incapable. On est comme crispé, Ils sont comme crispés. Donc, on se détend, on essaie d'amplifier la respiration abdominale. Ça, c'est l'abdomen. Est-ce qu'on respire par le haut du corps? Tu sais, quand on est vraiment stressé, mais vraiment anxieux, là, on a une mauvaise nouvelle, puis on a un examen médical, puis on se demande si on a un problème de santé, c'est vraiment pas le fun, on dort pas. Tu sais, c'est rare qu'on respire pas par là, c'est rare qu'on est super détendu de la respiration. C'est vrai? Quand on est stressé, les patients me disent pas, moi, mon stress tombe dans mes mollets. Non, ça tombe dans les trapèzes. Quand il est rendu dans les mollets, là, ça va pas bien. Ça va pas du tout. Là. Non, c'est ça. Donc, ça va dans les trapèzes. Les trapèzes tendent le haut du corps. Donc, je caricature, mais on va respirer comme ça. Mais les poumons ne sont pas dans la gorge. Les poumons sont dans le thorax et relativement bas. Donc, est-ce qu'on respire par le haut, presque la gorge, ou le haut du thorax, ou l'abdomen? Et il se passe quoi avec nos côtes quand on respire? Par où on respire. Donc, avant de dire est-ce qu'on respire bien ou pas, par où on respire, on peut mettre les mains sur la cage thoracique. Encore une fois, c'est difficile à faire en parlant. Et juste de respirer, d'expirer, d'inspirer. Et on essaie de voir est-ce que ça bouge, ces côtes-là. Et si ça ne bouge pas, bien là, on peut rire, on peut tousser. Hein? C'est une façon de bouger nos côtes. Et à partir du moment qu'on a senti le mouvement, est-ce qu'on peut l'amplifier? Donc, oui, on a un pilote automatique qui nous fait respirer 20 000 fois par jour, mais on veut reprendre le contrôle du pilote automatique. Et ça, c'est des petits trucs très simples qu'on peut utiliser pour reprendre ce contrôle-là et pouvoir choisir volontairement par où on respire, même si dans la vie de tous les jours, c'est pas ça l'objectif, de contrôler notre respiration chaque fois, mais d'avoir le loisir de respirer par l'abdomen ou par la région thoracique. Mais est-ce qu'il y a une meilleure méthode pour avoir une respiration optimale? Est-ce qu'on doit respirer par l'abdomen ou on doit respirer par... Je sais pas, là, on dirait que je suis un peu mélangée. Est-ce qu'on respire... Moi, j'ai souvent cette tendance à respirer du nez ou de la bouche, ça dépend des moments, mais est-ce qu'on se fie à ce que notre corps amène? Oui, on commence par... On se fie à ça. On s'assure d'être capable de respirer au niveau de l'abdomen, de la cage thoracique, parce que parfois, ça bouge pas, c'est comme raide. Donc, le corps l'utilisera pas. Donc, on veut que le corps puisse l'utiliser, donc on veut être capable de le faire au moins volontairement. Et ensuite, on respire librement dans la vie de tous les jours. On va respirer à une petite amplitude particulière, mais respiratoire, parce qu'on n'a pas besoin de tant d'oxygène que ça. En même temps, il y a aussi notre condition cardiovasculaire. Ah, OK. Parce que c'est étroitement lié à la respiration. Oui. Donc, si on est très en forme au niveau cardiovasculaire ou au niveau cardio-respiratoire, le cœur et les poumons, mais on aura une étendue beaucoup plus large pour aller chercher plus d'oxygène parce que notre respiration est liée à la demande en oxygène. Donc, si on fait une activité physique, si on va marcher ou si on va courir, on va respirer différemment. C'est un des bienfaits de la marche. On en a déjà parlé. C'est qu'on respire différemment parce qu'on a besoin aussi de plus d'oxygène. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une respiration qui est en partie abdominale. On veut que le ventre bouge un peu. Mais l'idée, c'est de faire, je pense, plus une prise de conscience, puis ensuite de laisser le corps aller chercher l'air où il peut aller le chercher. Le nez et la bouche, ça aussi, c'est pertinent. Parce que normalement, on voudrait inspirer par le nez. Pourquoi? Parce que nos voies respiratoires supérieures, ben, si on va, l'air entre par le nez, il y a des sinus notamment qui sont là, qui sont des filtres. Ça va humidifier l'air, ça va réchauffer l'air. Donc, l'air qui entre par le nez et qui s'en va ensuite éventuellement dans les poumons, ben, il y a eu comme un petit traitement de l'air. Ah oui? Oui, c'est vraiment comme notre petit notre humidificateur plutôt. Donc, le traitement de l'air, ça se fait par le nez. Mais donc, c'est mieux d'inspirer par le nez que la bouche. Exactement. Ah oui, OK. Et l'expiration, ça, c'est l'affaire de notre vie qui demande le moins d'efforts possible. Quel muscle sert à l'expiration? Aucun. Quel muscle sert à l'inspiration? C'est le diaphragme, principalement, qui est une coupole qui divise l'abdomen et le thorax, mais l'expiration, ça devrait se faire sans effort, sans contraction musculaire. Là, les gens qui ont des maladies pulmonaires, qui ont de l'asthme, ils nous disent « oui, sans effort ». Mais là, on ne parle pas de ça, d'une respiration normale. On ne parle pas d'une respiration qui est pathologique d'une certaine façon. Donc, ça devrait se faire sans effort. Fait que l'expiration, l'air sort par où il sort. Fait que si ça sort par le nez, normalement, c'est ça, mais ça peut sortir par la bouche parce qu'on est congestionné. Ça peut sortir par la bouche pour d'autres raisons aussi. Si on fait des exercices respiratoires... C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on doit inspirer plus longtemps qu'expirer? Est-ce que ça doit être la même durée
Bon, encore là, j'entends plein de choses, comme quoi c'est plus important d'inspirer, mais vraiment de sortir le méchant plus longtemps. Oui, ta question fait référence à la respiration rythmée. On pourrait appeler ça aussi de la cohérence cardiaque. Il y a différents termes qu'on utilise aussi. Et ça fait référence à l'utilisation de la respiration pour agir sur notre système nerveux central, notre système nerveux autonome, agir sur les battements cardiaques, sur le rythme des battements cardiaques, agir aussi sur la fréquence respiratoire. Donc, ce qui est assez bien démontré dans les études, c'est que lorsqu'on expire plus longtemps qu'on inspire, on va stimuler le système parasympathique qui nous calme. Ah. Donc, si j'expire pendant 6 secondes et j'inspire pendant 4 secondes, donc j'expire plus longtemps, donc c'est une respiration qui va plus me calmer. Donc ça, on a beaucoup entendu parler de ça, c'est démontré par la science, et ce qu'on ne dit pas suffisamment, à mon sens, c'est que le fait de respirer à donc 6 plus 4, ça donne 10. Donc, on va prendre 6 respirations par minute. À quelle fréquence on respire normalement? En général, on ne le sait pas. C'est entre 12 et 20. Donc, on respire normalement, on prend 12 et 20 respirations par minute. Okay. Et là, on baisse à 10. Donc, le fait de baisser la fréquence respiratoire, évidemment, ça va nous calmer aussi, puis ça agit sur le système nerveux autonome. Donc, si on veut s'apaiser, s'endormir, calmer son stress. Moi, je suis physiothérapeute. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas pneumologue, mais on utilise ces techniques-là. Ça marche pour plusieurs personnes. Il y a d'autres personnes pour qui c'est pas efficace. Moi, je dis toujours à ces personnes-là, donnez-vous une couple de jours pour apprivoiser tout ça. Donc, on peut le faire comme ça. Il y a des techniques aussi qui font l'inverse pour se stimuler un petit peu plus. Donc, on va faire littéralement l'inverse. On va, là, je suis dyslexique, je ne vais pas me mêler. On va inspirer plus longtemps qu'on va expirer. On inverse ça stimule, mais un peu plus. Quoi? Ça donne l'énergie? Ça stimule le système sympathique parce que l'inspiration est davantage associée au système sympathique qui fait partie du système nerveux autonome. Donc, l'inspiration qui est plus longue que l'expiration va nous stimuler davantage. Donc, ça, c'est en lien avec le temps d'inspiration, le temps d'expiration, mais de ralentir sa fréquence respiratoire, ça a un effet aussi apaisant. Est-ce qu'il y a des gens qui... est-ce que la respiration, bon, on l'a un peu évoqué, là, mais peut jouer un rôle dans la gestion du stress et l'anxiété? Tu viens de l'évoquer, donc c'est vraiment d'expirer davantage, parce que souvent, ça fait partie dans les méthodes de méditation, par exemple, mais ça fonctionne vraiment. On parle de... Par exemple, avant de se coucher, on devrait le faire combien de fois pour voir les effets? Oui, je retiens bien ta question. Et les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent « c'est trop compliqué cette affaire-là, 4 secondes, 6 secondes, on va me laisser faire, mais je vais me stresser juste à compter les secondes. » Sachez qu'il y a des guides sonores ou visuels, j'en ai sur ma chaîne YouTube, donc vous n'avez pas à compter. Donc, une façon de faire simple. C'est pour donner un exemple. Oui, mais en même temps, j'aime bien que tu parles de l'expiration. Dans mon livre « Va prendre l'air », j'en parle. On peut juste, pour se calmer, on est couché, là, on ne dort pas, là, et on aimerait ça s'apaiser. On ne dort pas parce qu'on a des soucis, par exemple, on veut ou parce qu'on a de la douleur, ce qui est le cas de plusieurs de mes patients. Mais concentrez-vous sur l'expiration. Et à la question, est-ce qu'on respire mal? On pourrait donner une réponse simple, on n'expire pas assez longtemps. Parce que je le dis souvent, on est devant des écrans, parce qu'on est volontaire, on est actif, mais quand on est comme ça, on va moins soupirer. Donc, on va moins expirer. Donc, d'expirer en premier et de se concentrer juste sur l'expiration. Plus que la respiration. Et laisser faire le reste. Laisser faire le reste. On va finir par réinspirer, c'est sûr. Donc, d'expirer longtemps, quand même assez longtemps. Donc, là, j'ai donné mon exemple. Quand on est couché, essayez de faire ça au mur. Adossez-vous au mur debout. Évidemment, c'est pas pour vous endormir, mais vous allez vous adosser au mur, la tête au mur. Si c'est trop compliqué de mettre la tête au mur parce que vous avez des raideurs posturales, mettez une éponge, un petit coussin derrière la tête, entre la tête et le mur. Et prenez cette position-là et expirez le plus longtemps possible. Donc, 5, 10, 15, 12 secondes. Et laissez l'air rentrer. Et refaites ça quelques fois. C'est une façon aussi de se refamiliariser avec l'expiration. Et si vous vous sentez vraiment bon, placez vos murs. Je ne sais pas si on me voit bien, mais placez vos bras au mur. OK. Donc, ça ouvre les épaules. Donc, d'expirer dans cette position-là, ça force, entre guillemets, le travail. En fait, ça force la cage thoracique à être mobilisée pour expirer l'air. Et si on a à travailler quelque chose, je pense, en premier, c'est l'expiration. Et n'oubliez pas que vos téléphones, quand vous textez, quand vous écrivez, quand vous lisez, quand vous mangez, maintenant, toutes nos activités se font comme ça. Ici, là, Marie-Christine, on a des muscles muscles à respiration. Et ces muscles-là ont besoin aussi d'être étirés. Donc, au niveau du cou. Oui, et quand on prend des postures mieux alignées, ça encourage aussi une meilleure respiration. Et le fait d'expirer
sans faire ça en même temps, ça a un effet aussi sur la posture. Puis je terminerai ma réponse en faisant peut-être allusion à tes enfants. Je ne sais pas si tu as allaité, mais les femmes qui allaitent, j'ai travaillé en obstétrique, les femmes qui allaitent, beaucoup, là, ça boit, ces enfants-là. Oui. Ben, vous êtes comme ça, vous avez un poids en plus dans les bras. Là, j'ai un micro, fait que j'ai une bizarre de posture qui ne ressemble pas à l'allaitement, mais vous êtes la tête par en avant, mais vous avez cette posture-là. Oui. C'est comme l'ultime posture du textage puis des écrans, tout ça. De façon répétée, vous êtes fatigué, je ne sais pas combien de fois par jour. Oui. Et c'est l'exercice qu'on donne aux femmes enceintes aussi, d'ouvrir. Mais voyons, j'avais jamais... au mur et d'expirer longtemps. Donc, de miser sur l'expiration, c'est vraiment un outil thérapeutique. Je t'explique ça en quelques secondes, mais c'est simple à retenir, d'expirer plus longtemps. Mais quand vous expirez, vous ne laissez pas votre tête partir par en avant, par exemple. Tu sais, c'est pas... Là, je ne le ferai pas parce que je vais m'assommer sur le micro, mais on ne veut pas s'assommer sur un micro qui serait devant nous. On veut que la tête soit immobile. Donc, l'exercice sur le mur sert à ça aussi. Oui. À prendre conscience de la posture dont on a dans le corps. Il y a des gens qui vont l'essayer, qui vont dire « Je ne suis pas capable de faire ça, j'ai des crampes dans le dos ». Fait que si vous avez ça, c'est une bonne idée d'aller voir un de mes collègues, physiothérapeute. Il y a peut-être un petit problème postural parce que je ne suis pas capable d'expirer la tête au mur, même en mettant une petite éponge ou un petit coussin, parce que j'ai des points partout. Donc, mais l'expiration, ça pourrait être aussi une façon de mettre en évidence des tensions musculaires, mais ça pourrait aussi être une façon de s'oxygéner plus efficacement. Je veux parler de tension musculaire parce que tu viens tout juste de l'évoquer. Je pense entre autres au diaphragme. En période de stress, moi, j'ai déjà connu ça, ayant un peu plus à chercher mon air parce que j'avais l'impression que mon diaphragme était comme pris dans lui-même. Il s'agit de le dégager. Ouais. Est-ce que ça, c'est une mauvaise respiration ou c'est vraiment relié à du stress accumulé, des tensions musculaires davantage? Oui, quand on a cette sensation-là d'avoir le diaphragme bloqué ou le muscle de la respiration bloqué, faut penser d'abord, encore une fois, à l'expiration. Il faut penser à un autre élément aussi qui est fondamental, c'est la cage thoracique. Okay. Parce que, tu sais, c'est quand même particulier. On respire 20 000 fois avec les poumons, mais les poumons n'ont pas un Moses de muscles après eux autres. Donc, c'est comme un système, une patente là, qui est complexe. Alors, il y a le diaphragme, il y a la cage thoracique, puis il y a les poumons. Puis ça, là, il y a c'est comme sous vide, cette affaire-là. C'est quand le diaphragme descend, ça fait gonfler, ça mobilise la cage thoracique, puis ça fait gonfler les poumons. Donc, les os, la cage thoracique, les côtes sont aussi importants. Fait que tout à l'heure, je plaçais mes mains comme ça, mais... Sur les côtes, mais quand on sent comme ça la respiration qui est bloquée, c'est peut-être intéressant de miser sur la cage thoracique parce que ça, c'est très concret. Hey, le diaphragme, moi, ça m'a pris des années avant de comprendre comment il fonctionnait vraiment. Non, mais c'est vraiment complexe, là. Là, maintenant, on a des trucs en 3D. C'est peut-être plus facile de le visualiser, mais c'est complexe. Donc, si vous nous écoutez, vous ne comprenez pas le diaphragme, comment ça fonctionne, c'est bien normal parce que c'est compliqué à comprendre. Ouais. Fait que là, si votre respiration est pognée, là, elle est bloquée, vous n'avez pas le temps d'attendre 3 ans avant de comprendre comment ça marche. Si c'est complexe, les côtes, oui. Vous mettez vos mains dessus, vous les sentez. C'est automatique. Donc, vous expirez en premier, puis quand vous expirez, les côtes baissent, vous allez réinspirer. Et le diaphragme va suivre. Oui, on peut avoir des faiblesses au niveau du diaphragme. Oui, on peut avoir des tensions. Oui, on le traite aussi en physiothérapie, mais dans bien des cas, en s'intéressant à la cage thoracique, à l'expiration, ça peut peut-être nous aider à nous détendre. Et je l'ai dit tout à l'heure, la respiration, c'est lié aux émotions. Si on est super stressé, anxieux, il y a aussi des composantes psychologiques. Et la respiration, c'est vraiment la réunion de la santé physique et de la santé mentale et de la santé cognitive. Parce que c'est un symptôme, parfois, d'un problème qui touche à ces 3 sphères-là, par exemple. Mais tu sais que tu viens de toucher un point qui touche beaucoup de monde en ce moment. Oui. On le dit qu'on est dans des sociétés un peu anxieuses, très stressées aussi, donc la respiration est d'autant plus importante. Oui, et de se souvenir que la respiration, c'est un outil pour... on en a parlé finalement pour notre posture, pour l'aspect psychologique, pour se détendre, pour s'oxygéner. On n'a pas parlé des maladies pulmonaires obstructives chroniques, on en parlera peut-être une autre fois, mais... les problèmes respiratoires, c'est les principales causes de décès et d'hospitalisation. Il y a plein de gens qui nous écoutent, soit parce qu'ils ont de l'asthme, ils ont 25 ans, ou soit parce qu'ils ont une maladie pulmonaire obstructive chronique, ils ont 55 ans, et qui se sentent vraiment concernés par la respiration. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ait de l'asthme ou qu'on ait une maladie pulmonaire obstructive chronique, de l'emphysème, bronchite chronique. Donc, c'est aussi un outil pour prendre soin de sa santé, et il ne faut jamais penser à la respiration sans penser aux capacités cardiovasculaires. C'est quand la dernière fois que vous avez fait une activité physique et vous avez été à bout de souffle et vous l'avez faite pendant au moins 5 minutes. Et prendre soin de notre respiration, c'est prendre soin aussi de nos capacités cardiovasculaires. Pas se transformer en athlète. Là. Non, pas du tout. C'est un minimum, là, une base. Comment on peut faire ça? Un petit 2 minutes régulièrement.
on danse en faisant du ménage. Complètement. Non, mais ça peut être très simple. La danse, on le fait avec nos enfants, mais la danse, c'est une façon de prendre soin de sa respiration parce que ça fait travailler les muscles de la respiration, la cage thoracique, notre posture. Puis en plus, souvent, c'est le fun, c'est drôle. C'est vrai, ça fait du bien en Ça plus. fait du bien. Est-ce que la respiration varie selon l'âge? Oui, la respiration varie selon l'âge. Si on passe par-dessus l'enfance, parce que là, il y a tout le développement de la cage thoracique, des poumons, tout ça, quand on pense aux bébés prématurés. Pourquoi c'est si problématique, les bébés prématurés? Parce que là, je le dis bizarrement. Pourquoi ils ne sont pas viables ou pourquoi ils ont besoin d'aide? J'aurais le dire plutôt comme ça, les bébés prématurés. C'est parce que le système respiratoire n'est pas terminé. Oui. Il n'est pas terminé. Donc ça, c'est très particulier, l'évolution du système respiratoire chez l'enfant et l'adolescent. Mais si on y va chez l'adulte, oui, ça change. Parce que nos poumons eux-mêmes vont changer. On va prendre les extrêmes. On compare la même personne à 20 ans puis à 90 ans. Un poumon, je le disais, ça n'a pas de muscle, mais ça a une élasticité. Je vais prendre ce mot-là. Et plus on vieillit, moins le poumon est élastique. Ça, c'est si on n'a pas fumé, si on a une alimentation saine. Mais si on est fumeur, on perd cette élasticité-là plus tôt, par exemple. Donc, il y a le poumon ses caractéristiques changent avec l'avancée en âge. Notre cage thoracique aussi devient un peu moins mobile. Okay. Donc, notre amplitude respiratoire risque de diminuer. Une bonne indication, c'est la voix. Les chanteurs qui ont travaillé leur respiration toute leur vie, les vieux chanteurs, pour le dire comme ça, souvent, ils ont la même voix presque. Parce qu'ils ont bien travaillé leur respiration. Oui, parce que le souffle est là. Je donne cet exemple-là. Non, mais c'est quand même flagrant. On comprend bien. Les gens qui ont fait de la radio toute leur vie ont pris soin de la voix, c'est la respiration. Là. Tout à fait. Chanter, c'est la respiration. Donc, si on exclut les chanteurs professionnels, par exemple, mais oui, donc notre cage thoracique va être moins mobile, nos muscles seront un peu moins forts. Cela dit, ces changements-là, mis à part les changements pulmonaires, on ne peut pas empêcher le poumon de vieillir, mais il y a plein d'éléments dans ce que j'ai nommé qu'on peut entretenir, qu'on peut stimuler, on peut prendre soin de sa santé. Moi, c'est ma motivation principale en écrivant mes livres, de dire aux gens, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, mais on peut en prendre soin. Et plus on en prend soin tôt, mieux c'est. Et pour ce qui est de la santé mentale, on peut en prendre soin tout le temps. C'est les mêmes conseils, c'est les mêmes trucs. Mais oui, il y a une différence entre la respiration quand on a 20 ans ou quand on a 90 ans pour des raisons vraiment très physiques. On pourrait parler aussi du système nerveux qui peut changer. Et par-dessus tout ça, toutes nos habitudes de vie, la malbouffe, ne serait-ce que la malbouffe, le tabagisme, ça influence. C'est vraiment un ensemble de facteurs. Et la pollution de l'air, oui. Tu as évoqué la gestion de la douleur. Ouais. À quel point la respiration peut aider la gestion de la douleur. Ouais. J'aimerais concrètement que tu me l'expliques parce que C'est pas intuitif. Non, c'est ça, c'est un peu ça. Mais d'où la respiration peut aider? Premier élément lié au stress, lié aux tensions. On en a déjà parlé, d'utiliser la respiration pour se détendre. Première raison. Deuxième raison, et ça, c'est spectaculaire, le muscle de la respiration s'attache sur les côtes, on imagine que ce serait une bonne idée, mais s'attache aussi sur le bas du dos, sur des vertèbres au niveau du bas du dos. Donc, c'est un muscle qui est directement lié au bas du dos. Et donc, quand on a une douleur dans cette région-là, le fait de respirer, d'expirer, ça mobilise le diaphragme, ça active le diaphragme, ça mobilise les côtes, et le mouvement, c'est souvent la première étape au soulagement. Oui, on voudrait avoir une pilule qui nous soulage instantanément. Là, on parle de douleur du système musculo-squelettique. Là. On voudrait avoir une petite manœuvre que notre physio pourrait faire puis régler le problème tout de suite. Parfois, on en connaît des manœuvres qu'on peut faire pour soulager, mais au-delà de ça, le mouvement, c'est très thérapeutique d'un point de vue de la douleur. Et la respiration, c'est le mouvement le plus simple qu'on peut faire quand on a mal. Et là, je pense à des patients que je vois à domicile. Et je les vois à domicile parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils ont trop mal. Ils ont vraiment trop mal, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la première chose qu'on fait, c'est des exercices de respiration abdominale. On choisit la position dans laquelle on veut le faire. Ça nous permet de bouger un petit peu le bas du dos. Il y a le bassin qui est à côté aussi. C'est sûr que si tu as une douleur à l'orteil, là, on est un peu trop loin. Place, mais il y a tout cet aspect-là. Et quand on parle de respiration, on parle des muscles du cou aussi, donc des douleurs au cou. Aussi, il y a des patients qui ont des douleurs au cou, sont allongés, disons, sur le dos, sur la table de traitement. Moi, j'ai mes mains sous leur tête, une main sur leur tête, une main sur leur thorax, et on utilise la respiration pour mobiliser cette région-là. Donc, c'est pas moi qui la mobilise, parce qu'ils ont trop mal. C'est eux ou elles qui décident, si je peux dire, de l'intensité, de la vitesse. Évidemment, je leur explique plus en détail que ce que je fais là rapidement. Mais donc, en expirant,
ça permet de mobiliser une partie du cou ou du thorax et en stabilisant en utilisant mes mains pour le simplifier. Ça nous permet aussi de mobiliser. Donc, c'est aussi un outil pour nous en physio, mais ce que j'ai décrit là, on peut aussi l'utiliser pour le cou, pour le dos à la maison. Mais c'est quand même fascinant. La respiration est plus importante que je pensais. C'est-à-dire qu'on le sait que c'est vital. On a besoin de respirer pour vivre, mais à quel point ça peut créer des dommages sur notre corps. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Pas créer des dommages, mais quand même, littéralement. Oui, ça peut, parce que c'est vital. On pourrait rajouter un autre qualificatif, c'est central, mais vraiment au sens morphologique du terme. Là, c'est au centre, vraiment au centre du corps. Est-ce qu'on peut se créer des problèmes en respirant d'une certaine façon? Oui, quand on fume, et là, l'idée, c'est pas de culpabiliser personne, non, c'est pas mais quand on fume, on porte atteinte à notre système respiratoire. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de culpabiliser personne, mais au moins d'en être conscient. Et il y a des fumeurs qui en sont conscients. Et là, c'est tout un autre sujet. On pourrait parler de dépendance un jour, tout ça. Mais par rapport à la respiration, oui, ça, on porte atteinte à notre respiration. Si on pense à des enfants, parce que les enfants ou des jeunes adultes qui ont la fibrose kystique, on voit que leur système respiratoire s'est métamorphosé. Des gens qui ont des maladies pulmonaires obstructives chroniques, donc longtemps, le corps s'adapte à tout ça. Et on verra, on en reparlera dans 40 ans, l'impact de nos appareils mobiles sur la respiration. Mais peut-être que ça va avoir complètement changé parce que peut-être qu'on n'utilisera plus tant que ça nos pouces, on va y aller avec la dictée vocale. Peut-être qu'il y aura d'autres façons d'utiliser ces appareils-là parce que c'est vraiment en changement. Mais quel est l'effet de nos appareils mobiles sur notre respiration à long terme? Là? Quel est l'effet pendant la pandémie, là, quand on faisait des Zooms ou des Teams, là, on fixait un petit point pendant toute une journée, on a l'impression qu'on avait un carcan. Alors, tous ces effets-là d'immobilité sur notre respiration, quel effet ça aura? Donc oui, on peut créer du tort à notre corps, puis il faut absolument dire une phrase sur la qualité de l'air, sur la pollution de l'air. Ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas visuellement, mais ça aura probablement des impacts majeurs sur nos systèmes de santé, et ça en a déjà. C'est une des causes de maladies cardiovasculaires, la pollution de l'air. Fait qu'il y a ça aussi, même si c'est invisible, même si on se sent impuissant parce qu'on se dit, moi, aujourd'hui, je peux pas enlever ça. Exact. Bon, là aussi, c'est un vaste sujet, mais il ne faut pas oublier ça, que oui, ça peut porter atteinte à notre respiration. Denis Fortier, on dirait que j'ai retenu mon souffle tout le long. Oui, j'ai l'impression qu'il va me trouver que je respire mal. Mais le livre, qui est un outil, j'aime bien le dire, Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. On dirait que le titre prend encore plus son sens avec tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, à quel point la respiration est beaucoup plus importante que je pouvais penser, en cas du moins. Merci, encore une fois, pour toutes ces informations et inspirer, mais aussi expirer. En premier. C'est doublement important. Merci, Denis. Grand plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Et je vous le rappelle, vous avez des questions, suggestions de sujets pour Denis ou autres collaborateurs, allez-y, on vous lit. À bientôt tout le monde.